voulait, à partir de cet atelier où l'idée c'était un petit peu de prendre conscience et de se former un peu en allant voir ce qui existait vraiment sur ces questions de pisteurs, à quoi ça sert, pourquoi c'est là. On voulait maintenant prendre un peu de, enfin pas de hauteur parce que on était déjà assez haut, mais en tout cas avoir une discussion collective autour de cette question des liens entre numérique et démocratie. Et pour ça, on a voulu avoir plusieurs acteurs autour de la table. Du coup, avec nous pour la discussion, donc Picassoft et 42L restent avec nous. Il y a également Sarah Durieux, que je vois à l'écran, qui est là, qui est la directrice de change.org, qui est un site sur lequel on peut générer des pétitions, mais qui a également écrit il n'y a pas longtemps un livre qui est sorti chez First qui s'appelle « Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir ». On a aussi avec nous Angie Gaudion, qui est co-directrice et chargée de relations publiques de l'association Framasoft. On a déjà un petit peu parlé ce matin, qui est là aussi, que je vois apparaître à l'écran. Il y a Kim Delagarde aussi, qui nous rejoint pour cette discussion, qui lui fait partie du collectif EducPop Numérique, qui est un collectif régional en fait de Nouvelle-Aquitaine, qui est une coalition d'acteurs assez originale, des acteurs de terrain, des acteurs sur le numérique, plutôt des acteurs scientifiques, des acteurs d'éducation populaire, qui est coordonné par le CRAGEP Nouvelle-Aquitaine, donc c'est un peu nos collègues mais sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, parce que nous, on est le CNAGEP avec un N pour national. Voilà, donc ces acteurs qui sont avec nous autour de la table, on va essayer de discuter un peu des enjeux jeunesse, numérique, participative. Je pense que la première question qu'on avait, et je vais animer un peu ce débat avec Olivier, je ne sais pas s'il nous a rejoint ou s'il a disparu, je crois qu'il avait des problèmes de connexion. Non, je suis toujours là. Tu es toujours là, super, excuse-moi. Tu es juste caché, tu n'es qu'une voix. Nous, la première question qu'on avait pour vous autour de ces questions-là, c'était quand même que vous puissiez un peu vous présenter tous mutuellement, mais on aurait bien aimé que vous puissiez vous présenter sous cet angle-là, sous l'angle de la question qui nous occupe, à savoir comment vous, en tant qu'association, en tant que structure, vous appréhendez cette question des liens entre démocratie et numérique, mais surtout aussi quelle est la place faite aux jeunes ou à la question de la jeunesse dans vos structures. Si on pouvait faire un petit tour de table comme ça, juste pour que vous puissiez vous présenter sous cet angle-là, ça serait super. Je ne sais pas si Sarah Durieux veut commencer. Comme ça, on teste ton micro en même temps. Tu me disais que tu avais peut-être des problèmes de connexion. Ouais. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Enchantée et ravie d'être avec vous cet après-midi. Du coup, moi, je travaille pour Change.org, qui est une plateforme de pétition que moi, je considère plus comme un outil qui permet aux gens de faire des campagnes citoyennes. Et donc, la pétition étant un point de départ, un outil pour se rassembler, pour ensuite pouvoir mener des actions ensemble, d'ailleurs qu'elles soient en ligne ou hors ligne. Et donc, pour nous, la question de la démocratie et du digital, en fait, on l'aborde sous le prisme de comment est-ce qu'on rend la mobilisation citoyenne accessible à toutes et tous, justement en partant du principe que pour qu'une démocratie fonctionne bien, il faut que les gens aient eu des outils similaires pour se faire entendre et qu'ils puissent avoir une influence équilibrée par rapport à d'autres groupes d'intérêt. Et donc, on pense que les pétitions en ligne, c'est un outil qui est facile à appréhender, facile à utiliser et qui permet à des gens de faire pression, ou en tout cas d'exercer une forme d'influence sur les responsables politiques ou économiques, sachant qu'ils sont influencés d'autre part par d'autres groupes qui ont plus facilement accès à elles ou à eux. Et du coup, notre idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut construire une plateforme qui, de part d'abord son format, les outils qu'on met à disposition est la plus accessible possible, permet à tout le monde de lancer une campagne. Et puis aussi, comment est-ce qu'on permet, parce qu'on a deux aspects en fait chez Change.org, il y a l'aspect plateforme et puis il y a l'aspect aussi équipe. Donc, on a une équipe de 5 personnes en France. Et du coup, on va développer beaucoup des outils pédagogiques, des outils de formation, du coaching pour aider des gens à mener des campagnes efficaces. Et donc, au-delà de la simple pétition en ligne, leur apprendre à mettre en place des stratégies de mobilisation efficaces pour pouvoir se faire entendre.
Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on en parlait un peu en préparation de cette conférence. Aujourd'hui, la plateforme change.org, il y a des jeunes qui l'utilisent, mais on a quand même plus de personnes au-delà de 40 ans qui l'utilisent. Cela dit, je pense que c'est un peu historique parce qu'en fait, la pétition, c'est quand même un outil de militants depuis très longtemps, et je pense que ça va se rééquilibrer au fur et à mesure des mois et des années qui viennent, et surtout parce que en fait cet outil il est très complémentaire de ce qui peut se passer ailleurs sur d'autres plateformes ou sur d'autres espaces digitaux. Avec aujourd'hui des communautés engagées plus jeunes qui vont être sur des questions climatiques ou sur des questions de féminisme, etc., qui vont aussi commencer à revenir vers la pétition en ligne. C'est un peu ce qu'on a vu récemment. Donc, il y a une espèce d'articulation qui se fait entre des mobilisations qui peuvent avoir lieu, par exemple, sur Instagram et des pétitions qui vont être lancées sur change.org. Donc, nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est que ces outils soient accessibles à toutes et tous. On n'a pas une action spécifique envers la jeunesse, mais par contre, ce qu'on pense, c'est que il y a un enjeu justement à faire se retrouver des publics justement d'âges différents sur des plateformes ouvertes comme la nôtre. Mais d'ailleurs, en général, faire se retrouver des gens qui n'ont pas grand-chose à voir. Justement, l'intérêt de ces plateformes ouvertes, c'est qu'on va avoir des gens qui viennent de tout milieu, de toute zone géographique, de tous âges, sexes, etc. Donc, ça permet aussi de faire se rencontrer des gens et d'éviter l'effet un peu bulle où chacun un peu reste dans son espace social et ne voit pas des campagnes menées par d'autres personnes sur des sujets qu'il peut-être ne connaît pas. Donc voilà, j'espère que ça fait une bonne première intro. Super. Oui, ça nous permet de comprendre un peu ce qu'est change.org. Je ne sais pas si soit Angie, soit Kim, le premier qui déboutonne son micro. Moi, je peux continuer, du coup, je peux enchaîner. Effectivement, comme tu le disais, je travaille chez Framasoft. Donc, Framasoft, c'est une association d'éducation populaire. Donc, je vais m'arrêter sur ce terme-là. Alors, je pense que peut-être une majeure partie des personnes qui sont ici, en tout cas celles qui sont affichées à l'écran, je suis sûre qu'elles savent de quoi on parle. Mais c'est vraiment important de cet aspect-là, puisque nous, notre objectif, c'est justement de diffuser de l'information et des moyens de réfléchir sur les pratiques numériques, en fait. C'est-à-dire qu'on fait de l'éducation populaire aux enjeux du numérique. Ce qui n'était pas forcément le cas, d'ailleurs, de ce que faisait l'association il y a 20 ans quand elle a commencé. C'était plutôt un outil de promotion du libre, et aujourd'hui, on a un petit peu changé notre direction, en tout cas d'action. C'est qu'on s'est rendu compte que voilà, les logiciels libres et la culture libre, c'est très bien, mais en fait, ce n'est qu'un moyen au service d'une réflexion plus large. Et alors, du coup, notre but chez Framasoft, c'est vraiment de permettre à n'importe quel internaute, n'importe quel citoyen, de découvrir en quoi les logiciels libres et en quoi la culture libre participeraient à un monde plus émancipateur. Voilà, que ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, c'est un outil parmi d'autres, et le libre n'est pas le seul pour nous. Et dans les dispositifs qu'on met en place au niveau de l'EducPop, c'est assez variable. Là, en fait, on a des cours en ligne, on fait de la veille et du partage de veille, on intervient dans différents événements du coup pour parler de tout ça. Mais pareil, on s'adresse pas spécifiquement à un public jeune, en fait. C'est-à-dire que nos outils et nos services, ils sont pour tout le monde. Voilà, on n'est pas excluant, mais du coup, on n'est pas plus inclusif, on va dire, vis-à-vis de ce public-là, en fait. Voilà, on va pas considérer qu'il faut faire quelque chose de spécifique. Et comme on ne récolte aucune donnée sur nos outils, je peux pas vous dire aujourd'hui, quelle est la part d'utilisateurs des services qu'on met en ligne qui, du coup, seraient considérés dans la catégorie jeune. Voilà. Je peux juste vous dire qu'on a environ 1 million de bénéficiaires par mois. Mais voilà, je pense que ça va j'en sais rien, je sais pas à quel âge ça commence, mais en tout cas, c'est un spectre très très large. Super, merci. On finit le tour par Kim. Je dis on finit parce que Romain est... Mais peut-être que quand même, vous pouvez nous redire un tout petit peu plus spécifiquement après Picassoft et 42L ce que vous faites au quotidien. Donc bonjour à tous et à toutes. Kim Delagarde, je fais partie d'une association qui s'appelle la BETA-PI, qui est une association de médiation scientifique et technique. Et avec, il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, au niveau de l'ex-Poitou-Charentes,
avec les services jeunesse et sport et un certain nombre d'associations et d'acteurs se revendiquant de l'éducation populaire ou de l'action jeunesse, on s'est réunis pour fonder un collectif qu'on a appelé EducPopNum. Donc vraiment la question que Angie soulevait, hein, l'éducation populaire, le numérique, avec qu'il y avait beaucoup de choses à se dire et peut-être avec un constat d'avoir laissé passer quelques wagons et de se dire qu'il était urgent de se ressaisir de la question puisque on avait bien pressenti que la question du numérique était en train de changer énormément de choses dans nos sociétés, dans nos relations sociales, dans nos façons de s'informer, de s'engager, etc. Donc évidemment, avec la fusion des régions, le collectif s'est étendu à l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et donc j'allais dire le postulat un peu de départ de ce collectif était de dire voilà les risques liés aux pratiques numériques des jeunes, la prévention, etc. étaient déjà bien installés dans les esprits du milieu éducatif et on a voulu dire c'est même certainement très réducteur de réduire la relation des jeunes et du numérique aux questions de danger, de risques, etc. et d'essayer d'aller creuser, d'ouvrir un peu nos chakras, à essayer de comprendre cette relation, la finesse un peu de la relation, et notamment s'il y avait beaucoup de succès sur le fait que les jeunes se tournent vers le numérique, c'est qu'il devait y avoir des choses certainement très intéressantes à y faire. Et voilà. Donc nous aujourd'hui, c'est avant tout notre premier angle d'attaque, c'est de comprendre les pratiques numériques des jeunes, d'essayer de les objectiver, de les prendre là où ils en sont, pour essayer de travailler avec eux, mais ça c'est un principe même de l'éducation populaire, de travailler ce qu'on va appeler aujourd'hui l'esprit critique, de mettre en perspective, d'essayer de comprendre et de pas être forcément uniquement consommateur sans se poser la question du traçage, sans se poser la question de qui me parle, sans se poser la question de à quoi je suis en train de participer. Voilà. Et donc nous, c'est vraiment, le métier de la plupart des structures, c'est d'être dans l'accompagnement des pratiques des jeunes et de voir comment on peut les faire un petit peu se questionner et des fois encourager des pratiques et en remettre en question d'autres. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, quand même un point important, parce que c'est ce qui va appuyer mes interventions. En 2017, on a organisé avec l'appui de l'INJEP une enquête statistique et avec questionnaire et focus group sur les pratiques numériques des jeunes. Enquête qu'on a réitérée en 2019. Et puis en 2020, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on a un peu mis un peu de temps à retraiter nos données, et là on est en train de sortir la deuxième édition de cette enquête. Là j'ai la version non maquettée sous les yeux, mais elle devrait sortir d'ici quelques semaines, quelques mois. On va essayer d'accélérer un peu le mouvement. Voilà. D'accord, on croise les doigts. Je vous ai remis dans le chat ce que c'était que l'INJEP, pour ceux qui ne sont pas forcément directement issus du milieu de l'éducation populaire. Tout à fait. C'est un institut de recherche, notamment sur les questions de jeunesse et d'éducation populaire. Romain et Neil et Brume, est-ce que vous voulez aussi rapidement quand même nous replanter un peu le décor Oui, je peux faire assez vite. Donc Picassoft, c'est une association qui fait partie du collectif des chatons. Qu'on a présenté juste avant. Nous, on a plusieurs objectifs. Donc un premier qui est bien visible, c'est la mise en place, l'hébergement, la mise à disposition de services informatiques alternatifs. Mais on a donc je dirais que c'est la partie quand même la moins intéressante de ce qu'on fait.
on a deux autres piliers dans notre association qui sont la formation et la sensibilisation. Donc d'abord la sensibilisation à la culture libre, aux pratiques numériques, etc. Et la formation aussi à l'auto-hébergement, à l'administration de services et donc la formation. Donc nous sommes implantés dans une école d'ingénieurs qui est l'université technologique de Compiègne. Donc la formation de futurs ingénieurs à des technologies qui ne seront pas forcément vues en cours. Voilà. Et donc nous sommes 42L. Donc une association étudiante à l'école 42. Donc à la manière de Picassoft, on va aussi proposer des services en ligne. Et en plus, on fait beaucoup d'événementiel, donc qui est ouvert autant aux étudiants de notre école qu'à l'extérieur. Et donc on essaye d'inviter en fait des conférenciers, d'organiser des ateliers et ainsi de suite. Donc en général à l'école, donc forcément maintenant c'est un petit peu moins possible, donc on va plus s'orienter vers le en ligne. Et donc vraiment de l'événementiel et de l'hébergement de services. Voilà. Super, merci. Est-ce que Olivier, je te laisse la main sur la deuxième question ou... Alors attends, je veux bien que tu continues. Parce que j'étais en train de... Non, mais aucun souci. Ça va me permettre de rebondir peut-être sur ce que Kim disait. Je pense qu'on plaque pas mal de choses, mais en tant que praticien ou en tant que personne travaillant sur les questions de jeunesse, sur justement les liens numériques, jeunesse. On présuppose souvent que donc les jeunes seraient un peu sous le joug d'un numérique dont ils seraient victimes. Ce qu'on avait envie de regarder dans un premier temps quand même, c'était plutôt les liens positifs qu'on pouvait établir entre numérique, jeunesse et participation politique, de voir comment le numérique était aussi un objet facilitateur d'engagement collectif, et d'aller regarder quand même cet outil qui peut être intéressant, qui peut désintermédier entre guillemets le lien au politique, d'avoir un lien peut-être plus direct avec la chose politique, avec l'interpellation, et donc de vous poser cette question-là à vous, de comment vous observez ce lien plutôt donc positif entre jeunesse et engagement politique à travers finalement ce qui reste un outil. Le numérique, c'est un peu ce qu'on disait dans ce qu'on avait posé nous comme cadre. Le numérique, c'est un outil qui n'a pas d'intention en soi. Si, Angie, non, c'est la façon dont on l'utilise. Je veux dire, c'est l'intention, elle est posée sur l'outil. Elle peut être utilisée de façon bienveillante ou malveillante. Enfin, mais en tous les cas, elle permet quelque chose en termes d'engagement. Et c'est cet enjeu-là qu'on voulait, sur lequel on voulait vous entendre aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que vous observez dans les pratiques ce qui vous semble intéressant à aller regarder, retenir, voilà. On n'est pas obligé de garder le même ordre de parole. Je pense que vous pouvez intervenir un peu dans le sens que vous voulez. Je vais commencer ça. Je vais vendre un peu des éléments de l'enquête. Non, mais ce qui est certain, c'est que j'allais dire en amont de peut-être l'engagement politique, l'expression politique, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est confirmé, ça, il n'y avait pas besoin de faire une étude pour ça, c'est que les interactions sociales entre jeunes sont très fortement dynamisées par tous ces outils numériques, par les réseaux sociaux, par des groupes qui vont faire, où ils vont beaucoup échanger de tout type de sujets. Alors évidemment, au plus jeune âge, ça sera vraiment autour des passions, autour des activités qui vont mener, et plus on va monter en âge, plus effectivement, par exemple, l'information à caractère politique ou d'opinion va venir se convoquer dans les discussions, et va effectivement permettre du positionnement et de l'expression politique. Alors, je dois préciser quand même que pour l'enquête, c'est quand même beaucoup basé sur les publics captifs jeunesse, c'est-à-dire en milieu scolaire ou en milieu
de structures de jeunesse. Donc, on va s'arrêter aux âges 18 ans à peu près. On a un petit peu plus âgé. C'est-à-dire que ce qui aurait été intéressant, mais là, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher ce public-là dans nos organisations. Ça serait d'aller prolonger jusqu'à peut-être 30 ans pour voir les effets glissants. Voilà. Donc c'est que il y a quand même, nous, ce qu'on on voit, c'est que ce question de l'expression, sur la question politique, ça reste quand même beaucoup dans des sphères privées d'échanges entre jeunes. Mais un autre élément quand même, peut-être, ça, j'ai pas d'élément de comparaison, mais l'information politique, ou en tout cas des questions de société, se convoque beaucoup plus justement vers les jeunes, parce que on a, par les phénomènes de proposition, de traçage, etc., les jeunes se retrouvent quand même avec des informations qu'ils voient surgir sur leur smartphone ou sur leur ordinateur, et donc à qui on va faire cette proposition et qui de temps en temps vont s'en saisir pour en échanger avec leur père. Voilà. Et bon, vous connaissez aussi avec le phénomène des fois on va jouer de la parodie, on va jouer de la dérision, mais c'est une façon de s'approprier quand même un peu les contenus. Alors je vais juste, c'était assez intéressant de voir, on a posé la question sur est-ce qu'ils signaient des pétitions en ligne. Donc on a à peu près 70% qui déclarent ne jamais, alors moins de 18 ans bien sûr, signer de pétitions en ligne. Et dans les focus group, on a eu des petites phrases comme oh, signer une pétition en ligne, c'est bidon, tout le monde s'en fout. Voilà, donc il y a quand même, ça corrobore ce que disait Sarah tout à l'heure. Là, on n'est pas sur des générations pour qui ces modalités, en tout cas, semblent impacter, peser dans la décision. C'est vraiment, voilà. Ouais. À l'inverse, il y en a 10% qui expriment le faire souvent, quand même. 10%. Peut-être voilà. Pour donner aussi un élément, souvent légalement, en dessous de 18 ans, les signatures ne peuvent pas être prises en compte. Par exemple, le CESE vient de faire une réforme et les organisations de jeunes et de jeunesse ont notamment poussé pour que les signatures de pétitions citoyennes, les signatures soient prises en compte dès l'âge de 16 ans et non plus dès l'âge de 18 ans en termes de... Puisque, en fait, sur interpellation de pétition, maintenant, on peut mettre des sujets à l'agenda au CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, qui est une institution... voilà. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre sur ce que vient de dire Kim ? Moi, je voulais compléter sur cette histoire des moins de 18 ans. On a signé avec plusieurs partenaires européens une pétition justement sur le changement climatique pour la Commission européenne. Et du coup, ceux qui n'étaient pas majeurs, on leur a fait faire des cartes postales qu'ils ont envoyées à la Commission européenne. C'est-à-dire qu'il y a des outils un peu alternatifs qui permettent quand même de contourner le fait qu'on ne puisse pas toujours se positionner ou s'exprimer dans le cadre légal. Oui, je veux bien compléter. En effet, c'est vrai que la pétition en ligne, je pense que c'est pas un outil de moins de 18 ans. Nous, on n'autorise pas les personnes de moins de 16 ans à lancer ou à signer des pétitions. Après, comme on collecte pas les données, vous mettez pas votre âge. Nous, les informations qu'on peut avoir sur nos membres, c'est quand on mène des études spécifiques, on leur demande est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions pour améliorer nos outils, etc. Et donc, dans ces moments-là, on peut demander aux gens quel âge ils ont, leur sexe, etc. Et c'est vrai que, en fait, ce qu'on a vu, c'est que des personnes qui ont, entre guillemets, de 16 à 18 ans, donc de 18 à 24 ans, ça représente à peu près 10% des gens qui répondent à nos études. Donc, en effet, c'est pas une majorité. Je pense, par contre, qu'il y a quelque chose d'assez intéressant que je vois beaucoup dans
l'usage qui est fait, pas forcément de la pétition en ligne, mais d'autres outils digitaux récemment, c'est justement la repolitisation du discours au fur et à mesure. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de plus jeunes qui vont rejoindre des causes avec une approche, je dirais presque très très humaniste ou très solidaire. Enfin, on voit quand il y a des cagnottes en ligne pour aider une personne qui est dans la difficulté, alors une pétition pour partager un contenu pour faire acte de solidarité. Je dirais c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup dans des groupes plus jeunes. Mais j'ai comme l'impression qu'au fur et à mesure, et justement grâce au travail de pas mal d'activistes sur ces réseaux sociaux, on arrive à remettre du politique derrière ça, c'est-à-dire d'expliquer que hier, par exemple, on a une campagne qui a été menée parce qu'il y a une jeune étudiante qui va être expulsée de sa fac parce qu'elle n'a pas pu payer les frais administratifs de 1 000 €. Et du coup, il y a eu tout ce mouvement qui s'est très très vite déclenché de solidarité. Tout le monde a signé la pétition, les gens ont même voulu donner l'argent, etc. pour l'aider. Et derrière, en fait, les personnes qui ont organisé cette pétition sont revenues en disant mais du coup, c'est super, on a mis l'accent sur ce cas précis, mais qu'est-ce que ça dit de l'égalité des chances? Qu'est-ce que ça dit de l'accès à l'éducation pour les personnes les plus précaires, etc. Donc, j'ai un peu l'impression que l'intérêt du digital, c'est que ça permet aux gens de se connecter via des histoires, via des cas, via des situations personnelles qui peuvent leur parler, qui créent de l'empathie, en fait. Et que derrière, justement, les associations, les groupements plus activistes qui ont une vision politique du monde peuvent arriver en disant vous voyez, en fait, on prend un exemple concret, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière et comment est-ce qu'on repolitise le discours? Donc, je trouve que l'intérêt des outils digitaux aujourd'hui, c'est qu'ils permettent de faire du récit, de pousser des narratifs qui peuvent ensuite questionner des personnes plus jeunes à s'engager sur des sujets politiques. Et quand on regarde, par exemple, le collectif Nous Toutes, qui est un collectif qui est aujourd'hui très organique, puisqu'il y a des groupements locaux qui s'organisent de manière totalement autonome. Et en fait, quand on regarde un peu la sociologie, c'est beaucoup de femmes très jeunes, plutôt des 16-20 ans. Et donc, c'est intéressant de voir comment, justement, via ces organisations qui sont d'abord digitales et puis qui après deviennent territoriales, on peut aussi ramener des personnes beaucoup plus jeunes dans cet activisme et dans cette approche politique. Donc, je vois l'intérêt du digital de ce point de vue-là. C'est qu'ils connectent les gens via des histoires beaucoup et qui leur permettent d'aller plus loin, en fait, dans leur approche critique de la société. Super, Angie, voilà. Je crois qu'Angie a demandé. Peut-être pour rebondir juste sur ce que disait Sarah, ça m'a fait penser, avec Framasoft, on travaille beaucoup avec les associations de la transition écologique. Et on s'est fait un constat l'autre fois, on avait un espèce de grand temps d'échange avec tous les salariés des différentes assos du coup à ce niveau-là. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était que des nanas, de moins de 35 ans. Mais c'était vraiment étonnant, on n'avait jamais identifié ça et on s'est dit là, et du coup il y a quelque chose qui a vraiment changé. En fait, on est vraiment sur et alors que c'est pas des assos qui sont spécifiques à la jeunesse, Alternativa ou Extinction Rébellion, tout le monde peut y aller, c'est pas du tout fermé. Pour autant, les cadres dirigeants de ces structures, les salariés de ces associations sont majoritairement des femmes, majoritairement des personnes jeunes. Alors après, moins de 35 ans, tout est relatif, mais on sent du coup qu'il y a une mobilisation très très forte, au moins, nous on le sent au moins dans ce contexte-là, de manière très très active. Et effectivement, ça change aussi la façon dont le militantisme il est vécu, je pense par du coup les gens qui suivent ces organisations en fait. Il y a vraiment un renouvellement des façons de faire militance qui est très très lié aux outils numériques, mais qui est très très lié aussi, je pense, à l'arrivée du féminin du coup dans le militantisme, parce que moi je sais pas, j'ai plus de 40 ans et je vous assure que il y a 20 ans, quand on était militant femme, on était très minoritaire en fait. C'était quand même quelque chose qui était vachement dominé par la jante masculine. Donc je trouve que sur l'aspect utilisation des outils numériques pour finalement générer des nouvelles formes de participation politique, oui, je pense que les jeunes utilisent effectivement, les très jeunes en tout cas, utilisent pas forcément les outils qui sont dédiés à ça, qui sont faits pour ça, mais du coup ils vont entre guillemets réutiliser différemment ceux qu'ils utilisent déjà pour arriver à se faire passer cette info. Et ce qui fait que au moment où ils passent à l'âge adulte, donc plus ou moins, tout le monde a des niveaux de maturité différents, va y avoir du coup quelque chose d'assez
comment je pourrais dire, progressif dans leur intégration militante, qui va se faire beaucoup plus, j'allais dire, oui, de manière beaucoup plus aisée que, je pense que c'était le cas par exemple sur ma génération, où en gros, jusqu'à la moitié du lycée, vraiment les questions politiques ne nous intéressaient pas, et puis d'un seul coup, on rentrait là-dedans parce que, du coup, il y avait un événement quelconque qui faisait que ça arrivait. Voilà, moi j'ai beaucoup participé au mouvement Nuit debout, donc il y a bientôt 5 ans. Et j'étais assez étonnée en fait de l'âge moyen des gens qui étaient les plus actifs, pareil sur ces temps de mobilisation. C'était voilà, moi je faisais partie des plus vieilles quoi, encore une fois, voilà, de se dire waouh, j'ai entouré que de gens plus jeunes que moi et ça donne vachement d'espoir en fait. Hein, c'est vraiment hyper intéressant de voir que ça fonctionne par là. Et bien sûr, Nuit debout, tous organisés effectivement via des outils numériques. Voilà, la mobilisation, la structuration, l'organisation, les groupes de travail, enfin voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des rassemblements, bien sûr, dans l'espace physique, mais l'organisation préalable passait vraiment par ces outils numériques. Oui, pour réagir à tout ça, là, ce qui a été souligné dans l'enquête, là, c'est que effectivement, sur ces moins de 18 ans, alors plus on s'approche de 18 ans, moins c'est vrai, mais là, ce qui apparaît clairement, c'est qu'il y a une vraie conscientisation des jeunes sur les risques auxquels ils s'exposent en s'exprimant sur les plateformes numériques, la peur du harcèlement, c'est-à-dire que ça a un peu tendance à freiner l'expression parce que si je vais mettre un commentaire, essayer d'exprimer une opinion, comme en face de moi, je peux avoir indifféremment quelqu'un de mon âge, mais je peux avoir aussi quelqu'un qui a 40 ans de réflexion sur le sujet, je peux me faire bâcher et retourner en moins de 2 secondes. Donc ça, ils en ont bien conscience, c'est pour ça qu'ils sont assez prudents sur leur expression. Et moi, j'émettrais une hypothèse, là ça reste une hypothèse, c'est pas dans l'enquête, mais c'est qu'effectivement, une fois que il peut y avoir chez certaines personnes un phénomène de bascule à un moment où une fois que je me serais un petit peu, j'aurais observé, j'aurais cogité mes réponses que j'aurais pu faire, etc. Une fois que je sors du bois, j'ai là des capacités d'expression qui sont assez grandes. Dans aussi, vous savez, dans les biais cognitifs, le biais de renforcement, c'est-à-dire que je vais aller chercher des informations dans un domaine et parce que je vais aller chercher des informations dans ce domaine, des algorithmes ou ma navigation naturelle va me ramener, va me renforcer sur ses opinions et donc va exacerber le militantisme. Et donc, j'oserais le corollaire avec justement tous ces phénomènes de masse, alors qui étaient, je veux dire, dans les mouvements de jeunesse, on a tous connu les grèves, les mobilisations comme ça. Là, on voit bien, vous avez vu sur la marche pour le climat, il y a eu ces mouvements lycéens avec des capacités de mobilisation très fortes sur l'égalité femmes-hommes, on voit aussi des choses autour de ça. Enfin, là, assez récemment, pendant le confinement, les toughers qui disaient « Attendez, vous allez voir, vous nous interdisez de nous réunir pour faire des fêtes. » Et ben nous, on va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus agile que les forces de l'ordre pour contourner tout ça. Donc voilà, il y a un moment où effectivement, je pense qu'il y a quand les jeunes se réapproprient cet outil numérique et ne sont plus dans la crainte de l'expression de leurs convictions, on bascule là vers une affirmation très forte des fois de ces convictions. Mais alors ce que je vous dis là sur le reste, c'est de l'hypothèse personnelle. Hein. C'est pas... Et est-ce que Picassoft ou 42L, vous êtes vous des assos étudiantes, donc vous êtes aussi peut-être un peu plus au cœur du sujet. Est-ce que vous, c'est des choses que vous observez? Est-ce que vous avez envie de nous faire part de réflexion sur ces liens engagement politique, jeunesse? Est-ce que c'est des liens particuliers que vous observez ou est-ce que vous n'avez pas de... Alors, si je peux me permettre de rebondir sur la crainte de mettre ces données en ligne, je pense que ça peut effectivement jouer aujourd'hui. Par exemple, on peut voir une pétition très récente sur le site du Sénat pour la désolidarisation des revenus du conjoint sur le calcul, la prise en compte de l'AAH.
donc de l'allocation adulte handicapé, qui a atteint ses 100 000 signatures, et donc c'est une réussite pour cette pétition-là. Pour signer, en fait, il faut quand même se connecter avec France Connect, donc avec le compte de la CAF, le compte des services publics, le compte qu'on va utiliser pour se connecter sur les impôts, ce genre de choses. Donc est-ce que, on se dit, c'est sur le site du Sénat, sur le site du gouvernement, est-ce que là on parle de contrôle politique, hein, est-ce que nos données vont-elles être utilisées à des fins politiques? Est-ce que le site du Sénat est un point de centralisation qui va permettre de récupérer, pour le gouvernement, de récupérer ces informations, de les utiliser à d'autres fins? C'est par exemple pour le cas pour la pétition pour la privatisation de l'aéroport de Paris, le référendum qui a eu lieu. Est-ce que si on signe, on est fiché? Bon, on ne sait pas. Voilà, peut-être que Sarah Durieux veut ajouter quelque chose à ce sujet. Oui, je veux bien. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, pour me faire d'abord l'avocat du diable, c'est que signer une pétition, c'est pas comme, pour moi, c'est un acte public, c'est-à-dire c'est un acte de revendication, de dire voilà, mais je soutiens cette idée-là, etc. Donc, je pense qu'il peut être entre guillemets compris que l'identité ne doit pas forcément être cachée. Sauf qu'en fait, je pense qu'on le voit bien avec les réformes récentes de notre droit et la manière dont nos libertés publiques sont réduites, qu'on peut s'inquiéter de ce qui peut être fait de notre expression politique en général, et en particulier si on signe sur la plateforme du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que donc, nous, ça fait à peu près 4 ans qu'on travaille pour donner un politique aux pétitions sur change.org, en se disant que en fait on veut pas juste que les gens viennent sur notre site signer, on veut vraiment que ça ait un impact, et que du coup il faut qu'on fasse le travail entre guillemets des deux côtés du spectre, c'est-à-dire en accompagnant les gens pour que leur campagne elle soit les plus efficaces possibles, mais aussi en rencontrant des responsables politiques et en leur disant pourquoi c'est important qu'ils prennent en compte ces pétitions, qu'ils y répondent, qu'ils les intègrent dans la construction des politiques publiques et tout ça. Et en fait quand on les rencontrait, on nous disait tout systématiquement oui. Comment est-ce qu'on vérifie que chaque signature est une vraie personne? Comment est-ce qu'on a le contrôle sur l'identité des signataires, etc. En fait, ce que nous, on a toujours expliqué, c'est que en fait, nous, on a ce qu'on considère comme une vérification, c'est une adresse email qui est valide, et que en fait, on a à cœur justement à ce qui n'est pas forcément l'identité de la personne exacte, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, pour exprimer certaines opinions, que ce soit en France ou ailleurs, si elles le font à leur nom propre, elles peuvent se mettre en danger. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis un peu inquiète de cette espèce de institutionnalisation de la pétition, parce qu'il faut savoir que l'Assemblée nationale, le Sénat, mais aussi d'autres organisations plus locales comme des mairies, etc., commencent à créer leur propre site de pétition. Et pour moi, il faut faire la différence entre des outils qui sont des outils de participation et de débat institutionnalisés, et genre des pétitions qui, pour moi, sont des outils citoyens, indépendants, autonomes des pouvoirs publics. Et j'ai juste un peu peur, en fait, que ces outils soient utilisés pour contourner la nécessité de prendre en compte des mobilisations existantes de manière organique, que ce soit sur des plateformes comme Change ou ailleurs, et pour se dire attendez, vous n'avez pas mis votre nom, votre carte d'identité, etc., donc votre voix compte pas. Donc en fait, moi c'est plus de ce point de vue-là que ça m'inquiète, c'est à quel point les pouvoirs publics vont pouvoir utiliser ces outils-là pour délégitimer entre guillemets l'expression citoyenne autonome. Et puis après, oui, en effet, on peut se poser la question de ce qui se passe avec quand des institutions, des administrations ont accès aux opinions politiques et aux adresses email ou en général des personnes qui les signent. Donc moi, en effet, c'est pas quelque chose que... En fait, je trouve ça positif d'une certaine manière, parce qu'en fait, on va plus pouvoir nous dire que les pétitions, c'est pas important. Mais je trouve ça aussi inquiétant, parce qu'il y a peut-être aussi une volonté de délégitimer le pétitionnement qui aurait lieu ailleurs que sur ces espaces officiels, quoi. Je crois que NJ voulait la parole. Oui, du coup, c'était pour compléter en fait sur le fait que pour moi une des limites justement à cette, à la participation citoyenne sous quelle forme qu'elle soit, que ce soit de la pétition ou pas, pour moi une des grosses limites avec les usages numériques actuellement, c'est la surveillance par les États justement.
Voilà, l'affaire Snowden a quand même, du coup, Neil ou Romain, je sais plus, bref, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, on sait depuis 2013 très clairement que voilà, les États contrôlent en partie, un certain nombre d'informations sur les citoyens, et donc ça pose effectivement énormément de questionnements sur comment on fait quand on fournit un service, alors de pétition, de, je sais pas, voilà, de civic tech en général, pour garantir aux utilisateurs que du coup il n'y aura pas d'utilisation par les États, hein, j'entends, pas par la plateforme sur lesquelles on met ces informations, du coup des informations qu'on va donner. Et ça, je trouve que voilà, on n'a pas de garantie aujourd'hui. Enfin, c'est très compliqué d'avoir cette garantie-là, puisque on sait très bien que quand la NSA du coup récupère les données, elle le fait pas forcément avec la validation des plateformes. Voilà. Alors, dans certains cas, c'était évident, mais dans d'autres, c'était pas si évident que ça. C'est-à-dire que ces informations, à partir du moment où elles ont un espace public, c'est compliqué à partir du moment où elles sont diffusées publiquement, c'est compliqué qu'on puisse pas les récupérer. Et ça me fait penser à cette annonce qui avait été faite il y a quelques temps, que la CAF, du coup, étudierait les publications sur les réseaux sociaux ou les impôts d'ailleurs, je sais plus. Enfin voilà. En tout cas, voilà, un outil institutionnel. Du coup, vérifierait voilà les publications des gens sur les impôts, sur les réseaux sociaux, pour s'assurer qu'en gros, voilà, soit donc c'était plutôt leur déclaration d'impôt ou leur demande de prestations sociales correspondent à la réalité numérique que ces personnes donnaient. Et ça, c'est vraiment hyper flippant en fait de se dire que à un moment on va être pisté, surveillé à travers notre expression, alors certes publique dans un environnement privé, hein, puisque les réseaux sociaux ne sont pas des espaces publics. Voilà, ça reste des espaces privés. On n'est pas dans l'espace public. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une vraie problématique, et on n'a aucun élément qui va nous permettre de nous rassurer en fait par rapport à ça. Et je pense que c'est vraiment une limite à la participation d'un certain nombre de personnes. C'est super, vous faites ma transition vers ma troisième question de façon très naturelle. Là, on était plutôt sur essayer de comprendre ensemble comment les outils numériques pouvaient quand même permettre la mobilisation. Je pense qu'on a entendu pas mal de choses du numérique, comme à la fois caisse de résonance, mais aussi possibilité de déclic d'une situation individuelle vers du collectif, que c'était quand même un espace qui pouvait créer du lien dans le militantisme, que c'était aussi un outil assez agile qui permettait de s'organiser peut-être plus rapidement, un peu différemment, un peu à côté, et de permettre la mobilisation. On l'a vu un petit peu par touche dans vos interventions. On pense qu'il y a aussi pas mal de limites à l'utilisation du numérique comme outil sur l'engagement politique. Est-ce que vous avez envie de chacun, pas nous en présenter une, c'est pas un exposé, mais de nous parler plutôt des limites de l'outil? Je crois qu'il y a une conversation aussi en parallèle sur... Alors Enzo, est-ce que tu veux prendre la parole, Enzo? Non. Angie? Il y a Angie, oui, qui demande la parole. Oui, bah, du coup, c'est juste pour, c'était un tout petit échange avec Enzo qui disait que du coup, les réseaux sociaux ne sont pas des espaces privés. Dans les faits, si, au plan juridique, ils le sont. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit n'est pas visible publiquement, mais on n'est pas dans un espace public. C'est-à-dire qu'il y a une propriété qui fait que les contenus appartiennent, du coup, aux responsables de la plateforme. Et d'ailleurs, quand il y a un mésusage de ces plateformes, je sais pas, je pense par exemple des choses qui sont donc interdites par la loi, on a le fait que c'est bien à la plateforme qu'on demande des comptes. Voilà. Donc pour le coup, ce qui est très différent dans l'espace public, où on va pas demander à la mairie ou à la communauté de communes qui gère la rue des comptes sur ce qui est dit sur la rue, quoi. Donc il y a vraiment une sacrée différence en fait. C'est vraiment un élément important. Bref. Du coup, je voulais rebondir sur la question des limites. En fait, moi, je me suis un peu posé la question, effectivement, tout ça. Pour moi, il y a une première limite, c'est le fait que quand même, il y a une partie de la population en fait qui n'utilise pas du tout Internet. Voilà, c'est-à-dire que la fracture numérique, c'est pas rien. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où de plus en plus ces outils se développent, mais qu'est-ce qu'on fait des 28% qui sont considérés comme éloignés du numérique?
Et ça a un vrai questionnement. C'est-à-dire que si la parole citoyenne, elle n'est prise en compte que via ces outils, eh ben, on exclut plus d'un quart de la population. Et ça, pour moi, c'est une des grosses limites, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un moyen de réduire cet aspect-là. Je pense qu'il y a plein de façons de faire. C'est du coup ne pas considérer que le numérique est la seule façon de pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il y a de moins en moins d'espaces qui permettent une expression, en tout cas à un niveau national. Je pense que c'est un peu moins le cas pour des stratégies locales, mais où finalement, quand tu veux pas, donner ton avis sur tel ou tel sujet, t'as de moins en moins de raisons, d'espace pour le faire dans l'espace public. Et puis sinon l'autre accès, c'est que bien sûr il va falloir essayer de réduire cette fracture numérique, mais alors moi j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je dis ça en fait, et j'ai pas trop l'impression que ça bouge beaucoup, alors que des politiques publiques existent, hein. Voilà, on a encore un joli rapport qui est sorti en début de semaine dernière qui nous dit comment former les aidants, comment former les médiateurs, etc. Bon, ok, voilà, on va former les gens à aider les gens, mais dans les faits, en fait, ce chiffre, il descend pas. Voilà, donc on n'y arrive pas. Enfin, en tout cas, ça fait des années qu'on bute là-dessus. Donc, c'est toujours une vraie problématique pour moi, une limite très forte, ce qui fait que ça pose la question, en fait, est-ce que réellement les opinions qui sont exprimées sur ces outils numériques, ils sont représentatifs de l'ensemble de la population? Et je me mets à la place des politiques, c'est-à-dire que est-ce qu'on les écoute? Puisque ça se trouve, ils sont pas du tout représentatifs de la pensée majoritaire. Et ça, c'est je trouve on a une vraie problématique de légitimité de ce qui se passe sur ces plateformes. En tout cas, voilà, si on veut pas les écouter, c'est le bon argument pour dire du coup c'est pas représentatif parce que justement le numérique, tout le monde n'y a pas accès, etc. Et puis du coup, quand on a effectivement des pétitions ou des mobilisations du coup qui sont importantes et qui fonctionnent, pour le coup, on a l'impression que ça représente tout le monde alors que c'est pas forcément le cas. Je vois que Sarah veut rebondir, je laisse la parole. Non, en fait, je suis plutôt d'accord, d'où moi le point d'entrée qui est qu'en fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir s'exprimer via certains outils, dont des outils numériques, et d'autres qui veulent le faire autrement. Et en fait, moi, je pense que une des limites, donc c'est celle que tu dis de l'accessibilité. Et donc pour moi, le moyen d'y remédier, c'est justement de penser les mobilisations citoyennes comme un tout. Et de dire aux gens, en fait, une fois que vous avez lancé une pétition en ligne ou que vous avez, peu importe, amorcé les choses via une mobilisation numérique, comment est-ce que vous allez retrouver les gens sur votre territoire? Et je pense qu'on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, c'est qu'en fait, via le numérique, il y a aussi des gens qui commençaient à oser sortir de chez eux, aller sur des ronds-points et retrouver des voisins qui ne voyaient plus. Donc moi, je pense que c'est une limite et qu'on doit justement, vu que c'est la limite, on doit se poser la question de comment est-ce que via les gens qui, eux, sont connectés, on fait le lien avec les gens qui ne sont pas connectés, et comment est-ce qu'on justement on arrive à recréer du dialogue. Et du coup, pour une des limites et qui rejoint un peu ce que tu disais, Angie, c'est de la manière l'éducation au numérique, comprendre comment il marche, etc. Aujourd'hui, il y a certains groupes politiques qui ne sont pas les plus sympas, qui savent très très bien comment utiliser les réseaux sociaux et comment les manipuler à leur avantage. Et je pense qu'en fait, il y a un espèce de souci démocratique parce que la plupart de nos politiques sont sur Twitter et pensent que tout ce qui se dit sur Twitter est représentatif de ce que pense la population, et du coup ça crée des effets de loupe, notamment sur les questions on voit là encore ce qui s'est passé avec l'UNEF sur la question des groupes non mixtes, où c'est complètement malade ce qui est en train de se passer, c'est the sujet alors qu'on est juste en pleine pandémie et qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à bouffer. Enfin, là je fais un peu une positionnement plus politique, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que pour moi le moyen de remédier aussi à ça, c'est justement de faire l'éducation, d'éduquer des gens qui sont moins visibles dans ces espaces numériques, pour arriver à une forme d'équilibre dans le débat public, en disant non, en fait, il y a juste ça, il y a aussi telle et telle autre chose. Donc à la fois la limite de moins d'accessibilité pour tous, et donc comment est-ce qu'on fait le lien entre mobilisation numérique et mobilisation physique, et aussi une surreprésentation de certains groupes qui sont très très forts en mobilisation digitale, et comment est-ce qu'on donne accès à ces outils de mobilisation et à ces stratégies de mobilisation à plus de personnes pour équilibrer le débat public. Romain, je te laisse la parole. Ouais, donc moi je voulais rebondir, donc c'est pas directement lié, mais un peu quand même. Donc sur cette histoire de la représentation, etc.
sur des plateformes comme donc on a parlé de gilets jaunes, tout ça, qui sont organisées sur des plateformes comme Facebook. Et un autre problème, une autre limite sur ces plateformes-là, c'est les algorithmes de suggestion de contenu et la modération qui est faite sur ces plateformes. C'est-à-dire que il y a des événements qui vont disparaître, qu'on ne va pas voir, etc. Dû à un choix en fait de la plateforme dans un algorithme de recommandation. Donc, par exemple, nous, on est par exemple pro gilets jaunes, on va voir des événements gilets jaunes ou au contraire, on va pas en voir. Et aussi le choix de la plateforme de supprimer des événements. Donc, on a vu par exemple certaines mobilisations de certains actes des gilets jaunes qui ont été supprimés de la plateforme parce que ça ne plaisait pas à Facebook probablement le fait que des gens s'organisent pour de tels événements sur sa plateforme. Il y a peut-être aussi, pour moi, la limite, c'est justement cette dépendance aux plateformes numériques, en fait. C'est-à-dire que la mobilisation en passant par les géants du web, déjà, pour moi, il y a une problématique de cohérence politique. Enfin, je trouve que c'est un peu bizarre, en fait, parce que globalement, bon, après, ça dépend de où on est placé politiquement sur l'échiquier, mais voilà. C'est toujours bizarre de vouloir changer le monde en utilisant les outils qui sont proposés par, du coup, les plus grosses sociétés au monde. J'avoue que, voilà, il y a une problématique de cohérence qui ne fonctionne pas, quoi. Enfin, je crois pas qu'on puisse changer le monde avec les outils qui sont en place. Voilà, donc je pense qu'il faut forcément des outils différents. Et donc il y a effectivement ce que tu disais, Romain, sur cette problématique de la censure, donc sur les plateformes, alors particulièrement les réseaux sociaux, mais en fait c'est assez le cas sur quand même les plus grosses plateformes, c'est assez fréquent. Et il y a une autre problématique pour moi qui est les pratiques de modération de contenu, où quand même ça repose sur la dénonciation de contenu par les autres utilisateurs. Voilà. Donc en fait, comment on peut être dans un modèle démocratique d'expression démocratique alors que la liberté d'expression, en fait, elle est censurée sur dénonciation. Et moi, quand je dis dénonciation, ça me fait penser à des trucs vraiment pas très très classe. Hein. Et là, je me dis, en fait, oui, ces outils, ils sont pas adaptés du tout à ça. Alors, et pourtant tout le monde les utilise, enfin globalement souvent pour ça. Et ça pose vraiment des vraies questions. Et aujourd'hui, je pense qu'on mériterait d'avoir des outils qui, voilà, sont basés du coup sur des modes de fonctionnement où il n'y a pas de censure, autre que les règles légales. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire et pas le droit d'exprimer. Et là, oui, il y a une législation, mais qu'à partir du moment où on est dans le contexte légal autorisé, il n'y a pas de raison que des contenus sautent. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut utiliser des outils. Alors, je vais reprendre un terme qui est celui d'Ivan Illich, qui est un penseur du coup du XXe, qui a beaucoup travaillé sur voilà la technologie en général, et qui parle en fait voilà de l'outil juste, c'est-à-dire que pour lui l'outil doit du coup générer une efficience sans dégrader le niveau d'autonomie personnelle, doit susciter des situations où il n'y a pas d'exploitation. Donc des données personnelles, des contenus, enfin voilà, ça peut prendre plein de formes différentes, et surtout qui sont des outils qui vont élargir le rayon d'action personnelle et pas le restreindre. Voilà, donc il y a vraiment cette optique d'avoir des outils qui vont permettre du coup d'avoir une liberté d'expression, comment je pourrais dire, sauvegardée et non contrôlée dans une certaine limite, hein, toujours possible. On n'est pas aux États-Unis, par exemple, le free speech, du coup, est une pratique qui n'est pas autorisée. Enfin, la notion de free speech n'est pas du tout la même aux États-Unis que chez nous, et donc ça pose effectivement la question. Mais aujourd'hui, la censure ou ce système algorithmique en fait de blocage de comptes sur dénonciation, sur signalement, pose effectivement de nombreux problèmes à avoir une parole politique qui fonctionne. Là-dessus, peut-être une ressource que c'est NJ, je crois qu'il me l'a signalé. La Quadrature du Net a fait aussi une émission sur France Culture dont le titre est assez proche du nôtre, donc c'était marrant. Je crois que ça s'appelle Civic Tech, Fake News, les algorithmes amis ou ennemis de la démocratie. Donc je pourrais vous mettre aussi le lien parce que il y a pas mal d'éléments de la Quadrature sur ce sujet-là, de la modération des algorithmes, ce que ça met en cause, en tout cas en termes démocratiques. Kim, ton micro est tu voulais dire quelque chose? Oui. Moi, une autre limite que j'identifie, c'est aussi donc il y a effectivement toutes ces questions
des plateformes, des algorithmes qui les gouvernent, etc., etc. Et qui gouverne les algorithmes. Ça aussi, il y a la question qui peut se poser. Moi, c'était un autre point, c'était plutôt aussi sur les statuts de parole dont on sait plus très. Enfin, aujourd'hui, on a des conseillers en communication, on a des personnes qui sont très agiles sur les modalités d'expression sur les réseaux sociaux et qui vont jouer de statuts. On ne sait plus de quel point de vue il s'exprime. On a eu l'exemple là du défi d'Emmanuel Macron auprès de McFly et Carlito, où effectivement aujourd'hui qui parle. Pourquoi est-ce que c'est un président de la République soucieux de la santé de la population française? Est-ce que c'est un candidat? Est-ce que c'est une personne qui parle qui fait qui fait du spectacle, etc. On avait déjà un peu ça à la télévision avec des personnalités politiques qui débarquaient dans des émissions People, etc. Mais qui gardaient toujours un point de vue avec une expression, avec un statut qui était quand même je suis le député ou je suis le ministre et puis je viens m'encanailler dans une émission People. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Twitter, sur un certain nombre de points, les personnes s'expriment, mais jouent un peu d'une confusion entre un statut officiel, un point de vue personnel, etc. Et pour moi, je pense qu'il y a un peu aussi un peu de limite dans tout ça, parce que ça n'aide pas à la lecture et à la clarification des propos, quoi. Effectivement, c'est un volet qui est assez intéressant aussi. C'est-à-dire que le politique a lui-même compris qu'il y avait un enjeu assez important à se saisir des réseaux sociaux. Et donc là, c'est même pas dans les questions d'algorithme ou d'accès de données, c'est vraiment plutôt sur la question du temps de parole, qui parle d'où, de quel endroit, à quel titre, à quel statut. Et surtout que le temps de parole, je crois qu'il y a un vrai problème de décompte, puisque ces temps-là sur les réseaux sociaux ne sont pas comptabilisés comme des temps de campagne, en fait. Voilà. Ce qui, en fait, est quand même important, en tout cas dans les moments de campagne présidentielle. Parce qu'il nous reste plus que 10 minutes, on voulait quand même, parce que je rappelle qu'on se situe là dans le processus un peu long qui est le processus donc de dialogue structuré, et que nous, on travaille pendant 18 mois sur ces questions de participation politique, donc jusqu'en décembre, et que l'objectif, c'est que le 3 juillet, on va tous se retrouver pour travailler sur des recommandations politiques, et on aurait bien aimé avoir aussi un peu votre avis sur ce qui vous semblait, vous, un peu prioritaire à faire bouger en termes peut-être de cadre légal ou en termes de... Donc, on a parlé de cadre légal européen, mais en fait, on peut aussi parler de cadre légal en France. Enfin, voilà, de recommandations que vous auriez pour faire évoluer des choses dans le bon sens. Et ça peut être un peu une prise de parole de clôture, si ça vous va. Moi, c'était pas par rapport au constat que j'avais. Alors, je sais pas comment je suis pas un spécialiste juridique, mais ce fameux cadrage sur l'expression des personnalités politiques et sur le décompte des temps de parole et sur est-ce qu'il y a un moyen de clarifier des choses sur ses limites et je sais pas du tout ce qui est faisable, mais en tout cas c'est vrai qu'on voit aujourd'hui une campagne, les campagnes légales aujourd'hui, elles ne représentent pratiquement plus rien par rapport à la stratégie politique des hommes politiques qui vont inonder d'actions sur les réseaux sociaux par Twitter ou par les plateformes. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, mais moi, ça serait un peu mon questionnement. Ok, donc légiférer sur ces questions-là de temps de parole en campagne. Je crois que 42L, donc je ne sais pas si c'est Neil ou Brume, voulait aussi prendre la parole. Alors c'est Neil. Je souhaiterais ajouter quelque chose à ce sujet. Je pense que effectivement il y a beaucoup d'évolutions à faire au niveau du cadre législatif, autant au niveau européen que français. Et je pense que ça passe aussi par de l'éducation auprès de nos élus.
pour leur expliquer tout à fait de manière bienveillante, etc. Comment fonctionne Internet pour leur dire que non, il n'y a pas de bouton magique pour l'éteindre, non, Facebook et Google, ce ne sont pas des services publics, que non, on ne peut pas éradiquer une pandémie avec une application mobile qui ne fera que banaliser la surveillance de masse, que non, l'anonymat sur Internet, ça n'existe pas, que les forces de police ont les moyens de retrouver quelqu'un sur Internet, et donc il n'est pas obligatoire, je fais référence à une proposition du groupe Les Républicains sur le projet de loi séparatisme, que non, il n'est pas obligatoire il faudrait pas obliger les gens à utiliser leur pièce d'identité pour créer un compte sur Internet, que la reconnaissance biométrique faciale systématique, c'est un danger pour nos libertés individuelles sur le long terme, et qui est assez urgent aussi que l'Union européenne développe ses propres services Internet souverains au lieu d'héberger nos données de français chez Microsoft ou chez Amazon, notamment avec Doctolib. Que le droit des brevets et le droit d'auteur sur Internet, par le biais d'Adopi ou par le biais de les fameux articles 13 et 11 des directives droits d'auteur européens, sont traités de manière assez attentatoire à nos libertés. Il y a énormément de choses à dire. Je passe très rapidement en revue dessus, et je pense qu'il est assez urgent de faire quelque chose, ne serait-ce que de leur apprendre à comment exactement Internet fonctionne, parce que actuellement nos parlementaires ont l'air d'être de la génération qui a vécu un peu sans Internet et qui essayent d'appliquer des principes qui ne fonctionnent plus avec les nouvelles plateformes, et donc qui sont plus très compétents pour légiférer sur ces libertés numériques. Donc en attendant, peut-être qu'on peut leur recommander d'écouter un peu plus les experts juristes comme ceux de la Quadrature du Net ou de FDN plutôt que ceux de Google et consorts. Voilà. Super. Je crois que Sarah veut prendre la parole. Ouais. Go. Je suis trop d'accord sur tout ce qui vient d'être dit. Moi, je me rappelle sur le projet de loi sur la haine en ligne, avoir été hallucinée de voir les débats à l'Assemblée en commission, avec vraiment, et pourtant je m'estime pas être la plus experte dans cette salle. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment experts de ces questions-là, mais même moi j'étais outrée du genre de conversation qu'on entendait, parce que ça n'avait aucun rapport avec la réalité, notamment sur la question de l'anonymat. Je pense que c'est un très bon point, mais aussi sur l'idée de dire aux plateformes, vous devez tout retirer en 24 heures sans avoir l'intervention d'un juge ou d'une personne qui est censée faire respecter la loi. Et justement, moi, c'est ça que je pense qu'il faudrait vraiment porter, c'est que rendre Internet sûr, c'est pas limiter la liberté d'expression. Et moi, je parle du coup au titre d'une plateforme où en fait, on est sans arrêt entre le marteau et l'enclume, entre des gens qui nous disent qu'on supprime pas assez et des gens qui nous disent qu'on supprime trop de trucs, et qu'en fait, nous, on aimerait juste ne pas avoir à être les personnes qui font des choix, entre guillemets, et qu'on aimerait avoir juste à la fois un parquet qui connaît les questions numériques, mais aussi des forces en place, que ce soit institutionnel, légal, de police, pour pouvoir faire ce travail-là. Et donc justement de ne pas faire reposer sur les plateformes la responsabilité de la modération que nous on mette en place, qui nous est demandé par les institutions en place, mais pas à nous de faire ces choix-là. Donc voilà, moi je très bien passer ce message-là. Super, je vois Angie que tu nous mets aussi une pétition dans le... Oui, du coup, c'est pour montrer que... Enfin, moi, chez Framasoft, on n'attend pas grand-chose des cadres politiques pour faire changer. En fait, on se rend bien compte que c'est un truc qu'on a un peu abandonné, d'essayer de faire bouger ces cadres-là. Mais je relis quand même une pétition du coup qui s'appelle Reclaim Your Face. C'était en lien avec ce que disait Mail, particulièrement sur la surveillance biométrique. Et donc en fait, donc c'est une pétition européenne pour le coup qui s'adresse à tous les citoyens des pays européens, avec un système, donc si j'ai bien saisi, parce que je suis pas du tout une spécialiste de la question, qui fait que si cette signature atteint 500 000, si cette pétition atteint les 500 000 signatures, du coup il y a une obligation du Parlement européen de la prendre en compte pour envisager une loi qui correspond. Donc ça, c'est a priori des dispositifs assez récents d'écoute des citoyens. On n'est pas au RIP, hein, mais voilà, ce qui permettrait une sorte d'initiative citoyenne qui voilà. Et donc on en est à 40 000, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que pour le coup il y a du boulot avant qu'on atteigne les 500 000. Je crois que c'est jusqu'à fin avril, donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous êtes en tout cas contre la surveillance biométrique dans l'espace public. Voilà.
Super. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou est-ce qu'il est 15h58 et on clôture ensemble cette discussion? Mais surtout, est-ce qu'il y a des questions aussi dans le chat? N'hésitez pas. Il y a plein de réactions, donc je pense qu'il y a une vie parallèle écrite à nos conversations que j'essaie de suivre d'un œil, mais c'est compliqué. Je crois qu'il y a 42 ailes qui aimeraient prendre la parole. Bon. Neil Brume, allez-y. Personnellement, j'aimerais juste rajouter un message un peu porteur d'espoir à ce sujet. C'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 5-6 ans, je ne sais plus exactement, ACTA, qui est donc une loi qui allait passer aux États-Unis, qui allait restreindre énormément nos droits sur la liberté d'utiliser du contenu parodié, etc., au niveau des droits d'auteur, de la propriété, la propriété littéraire artistique sur Internet. Il faut savoir que du coup, je ne sais pas si vous avez un peu suivi comment c'est passé avec l'engagement de la jeunesse, mais effectivement, tous les youtubeurs connus, que ce soit Le Joueur du Grenier, Cyprien, Link the Sun, etc., beaucoup de youtubeurs connus de l'époque, ont ensemble créé énormément de vidéos et publié énormément de vidéos sur le sujet pour du coup encourager à signer des pétitions. Je crois même que c'était sur change.org, si je ne dis pas de bêtises. Et pour encourager justement le rejet de cette loi qui allait empêcher par exemple de publier des contenus, ne serait-ce que mettre 10 secondes d'une musique sous droit d'auteur, de pouvoir voilà, on pouvait plus utiliser ce genre de contenu dans les vidéos, ça allait nous restreindre énormément. Et donc voilà, donc il y a eu des millions de signatures. C'était incroyable et là ça a été vraiment un gros engagement de la part de la jeunesse et je pense que c'est très porteur d'espoir effectivement. Peut-être que Sarah veut rajouter quelque chose à ce sujet. Non, tu as bien expliqué, c'était une mobilisation. En fait, c'était ça qui était intéressant, c'est qu'ils avaient d'abord collecté des signatures sur change.org qui avaient permis de créer un mouvement assez massif pour ensuite renvoyer vers des actions plus institutionnelles, entre guillemets. Donc, en effet, ils avaient fait un super boulot et ça avait été extrêmement efficace. Super. Bon, il est 16h01 et comme on est un peu confiné et qu'il fait quand même beau, je pense que je vais clôturer cette session-là. D'abord, clôturer en vous remerciant tous beaucoup parce que c'était très très intéressant ces échanges. Remercier tous nos invités, donc NJ, Kim, Sarah, Romain, Neil, Brume, et puis toute l'équipe qui est un peu derrière. Vous avez entendu Cécile, Olivier, Marine, il y a aussi Chloé qui est là, Yann, enfin voilà, on est assez nombreux à avoir organisé ce webinaire-là. Vous redire peut-être rapidement que la campagne, en tout cas, qui s'appelle Participation, Émancipation, Transformation, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave, vous avez compris. Nous, ça continue. On a encore 2 derniers webinaires. Le prochain sur la place des jeunes dans la décision dans le milieu associatif, donc comment on s'interroge sur nos propres modèles associatifs pour faire la place aux jeunes dans nos conseils d'administration, etc. Et un dernier webinaire sur être jeune en politique, est-ce vraiment possible? Donc avec plein de jeunes élus ou de jeunes qui ont essayé d'être élus ou qui ont fait campagne. Donc le plus jeune maire de France, Hugo Violet, qui sera là. Sophie Caillot qui s'est présentée, qui était la plus jeune sur des listes aux européennes, et puis il y aura Laurent Lardeux aussi qui nous parlera c'est un chercheur qui étudie les parcours de jeunes maires en France. Donc ça sera nos 2 prochains webinaires, et puis surtout après, nous on a le festival Provox qui se tiendra, on espère, on croise les doigts en vrai, le 3 juillet pour essayer on a des doutes, on est d'accord, mais on va quand même essayer, pour essayer de construire des propositions politiques sur ce grand sujet de la participation des jeunes. Et puis la résolution européenne, qui est un peu l'aboutissement de ce cycle-là, elle sera publiée normalement en novembre 2021. Donc voilà, jusque-là, on a encore du boulot. Je vous remercie encore une fois tous et toutes. Et on a convenu avec Picassoft et 42L qu'on ferait une petite vidéo de l'atelier qu'on a vécu en première partie pour que ça puisse en fait continuer à tourner.
C'est pour ça que c'est enregistré. Je voulais quand même vous le dire parce qu'on parle de liberté, tout ça, et de droit à l'image. Donc, ça a été enregistré. Mais la deuxième partie, je pense qu'on va peut-être juste faire un podcast avec vos voix. Mais pour ça, je vous demanderai quand même l'autorisation. Donc, je vous réécris Angie, Kim et Sarah. Voilà, je vous remercie beaucoup et probablement à bientôt. Si vous voulez être parmi nous pour le festival, l'idée, c'est aussi peut-être qu'on poursuive les réflexions avec les intervenants des webinaires. Donc, on restera peut-être en contact. Merci à tous et bon samedi et bon week-end. Bye bye.